Messieurs, dames, j'en perds mes mots. Je sais, je sais. En général, c'est plus simple de travailler sur de l'animé. Plus de créativité, plus d'opportunités, plus de possibilités d'action, ça coûte moins cher, c'est plus simple. Exemple, parmi les derniers exemples qu'on peut trouver, il y avait un animé, enfin un dessin animé, une fiction animée, Seigneur des Anneaux, où on peut aussi penser à Jurassic World, voilà, qui fait la colo du Crétacé, Chaos Theory, parce que en termes budgétaires et même en temps de tournage, de choses, de machin, ça prendrait un temps considérable de faire ça en live action. Certains produits, Marvel Zombie, certains produits, bah, même s'ils sont très bons dans l'animation, tu t'en rends compte quand tu le regardes que c'est impossible à faire en live action. Et ça rendrait peut-être même esthétiquement beaucoup moins bien. Je pense que si, je sais pas si dans le chat des gens ont vu Marvel Zombie. Marvel Zombie, moi je trouve ça plutôt sympa, hein. Honnêtement, tu le fais en live action, ça doit te donner une bouillie visuelle infâme. C'est impossible à faire. C'est impossible à faire. Par contre, si t'es bon dans l'animation, là, pour le coup, effectivement, tu peux te faire plaisir. Le meilleur exemple aujourd'hui, je pense, qu'il peut y avoir dans coucou, je suis un film animé, je suis meilleur que tes trois quarts de tes films en live action, et en plus, je suis ultra créatif dans ma photographie et mon visuel. C'est les Across et Into the Spider-Verse. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Les Spider-Man de Miles Morales sont exceptionnels à ce niveau. Et quand tu regardes ça, tu te dis oui, merci d'avoir fait ça comme ça, parce que sinon, les trois quarts de ton potentiel et les trois quarts de ce que tu veux faire en termes de photos, etc., tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Donc c'est bien de pouvoir aller dans ces directives-là. À la seule différence que je peux comprendre que Maul, dont on va parler aujourd'hui, ait dû être fait dans le travail d'animation par rapport au personnage déjà, et puis un univers quand même qui est très riche. C'est vrai que quand on regarde Maul, ça me semblerait compliqué de le faire en live action. Maul soulève quand même un détail important en termes de mise en scène, en termes d'idées, en termes de direction artistique, de scénario, de travail de personnage. À quel moment l'animation dans Star Wars a à ce point foudroyé les projets en live action? Il y a un fossé, je pourrais même raccrocher à Monarch sur Apple, qui met une piquette en termes de créativité, d'écriture, etc. à tout ce que fait Godzilla versus Kong de mes couilles, à quel point qu'on dirait que c'est même pas les mêmes univers. Tellement on est à des années-lumière en termes de qualité de ce qu'on peut imaginer. Il y a, je ne parle pas de possibilités ou de moyens, mais simplement d'histoire, de narration, de créativité, d'enrichissement de personnages, d'originalité. L'écart entre les séries live action et les séries animées Star Wars, je trouve qu'il est maintenant démentiel. À l'exception d'Andor. Andor qui est fabuleuse. Mandalorian saison 2, oui. Le reste, très très oubliable. La plupart des projets en live action qui sortent maintenant sur Star Wars, il suffit de voir la hype qu'il y a autour du Mandalorian et Grogu, c'est compliqué. Andor, c'est un extraterrestre. Je pense que dans Andor, on en parlera. Ah, moi, je vous le dis, et je pense qu'on le dit déjà maintenant, hein, mais dans 10 ans, Andor, on le mettra à la table de la prélogie de Rogue One et de la trilogie originale, si c'est pas déjà fait. Et je pense que c'est déjà fait dans la catégorie des choses dans Star Wars qui ont été révolutionnaires. Je le redis, pour moi, Andor, c'est révolutionnaire. Révolutionnaire. Ça a été jamais vu, ça a été jamais fait comme ça. Et avoir fait ça en live action, c'est superbe. Parce que c'était pas simple non plus. Là, donc, on va parler de Maul, qui est de l'animation. Je repense à sa direction artistique, je repense à son esthétique, à sa chorégraphie des combats, au sabre. Parlons de l'aberration des combats au sabre laser depuis la post-logie. Honnêtement, le seul beau moment qu'on ait eu au sabre, c'est... Ah, me dites pas, par pitié, ne me parlez pas des acolytes. Vraiment, hein. Me parlez pas de leurs décors en carton-pâte et leur photographie éclataxe, là, les trucs. Vraiment, j'ai l'impression que tout le monde s'était mis d'accord pour dire, regardez, l'acolyte, c'est pas si mal. Revoyez la prélogie. Vraiment, par pitié. Regardez Maul contre Obi-Wan et Qui-Gon. Ah, non, 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 tu peux pas. Là, on retrouve
Là, on retrouve des combats dignes de la grande époque. Voilà, depuis la post-logie, les seuls combats au sabre laser, pour moi, qui ont été vraiment pertinents, c'est Vador. C'est Vador dans Rogue One. Et à la limite, je vais peut-être vous dire, Rey contre Kylo Ren dans le 9, ça va vous surprendre quand ils sont dans les vestiges de l'Étoile Noire. Parce que je trouvais qu'esthétiquement, il y avait peu de musique et que c'était des coups qui étaient portés pour tuer. Ça changeait un peu de ce qu'on voit dans Star Wars, d'une chorégraphie pure. Et au moins, tu avais l'idée de te dire, ils sont là pour se démonter la tronche, et puis c'est tout. Mais c'est 2 minutes 30. Tout le reste, c'est catastrophique sur les trois. Hein. On est très très loin de ce qu'on faisait dans la prélogie, où là, pour le coup, on avait des vraies chorégraphies, presque d'arts martiaux. N'oublions pas aussi les inspirations de Star Wars, etc. Et je trouve qu'on les retrouve vraiment dans Maul. Notamment avec les Inquisiteurs ou Dark Maul, où il y a des séquences dans Maul où tout est réussi. Alors, j'ai pas mis une note maximale parce que il y a quelques longueurs, personnages moins intéressants que d'autres, avec toute la thématique autour du fils, c'est Lawson, je crois, et puis du robot Two Boots, etc. Bon, c'est vrai que c'est des petites longueurs, c'est des petites choses qu'il faut mettre par-ci par-là. Mais sinon, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Je trouve que c'est vraiment très bon. Je trouve que c'est vraiment très réussi. Et en fait, Maul a compris ce que devait être Star Wars. Tout simplement. On est en 2026 et ça fait plaisir de voir une série. Alors, non seulement qui comprend... Je vais vous citer un exemple. Non seulement qui comprend ce que doit être Star Wars, mais qui le fait bien. Exemple, la Bad Batch. Je pense qu'on sera tous d'accord ici pour le dire, la Bad Batch, c'était un projet tellement intéressant. Parce que l'après Ordre 66 pour les clones, moi, c'est un truc qui m'intéressait le plus. Mais vraiment le plus. Pour la psyché des clones, savoir comment ça se passe, les transitions, etc. Moi, j'ai bien aimé la Bad Batch. Force est de reconnaître que la Bad Batch, elle reste très imparfaite. Très imparfaite. Il y a beaucoup de remplissage, beaucoup de filaires, et c'est surtout la saison 2 qui est intéressante, je crois, dans mes souvenirs, et elle est assez inégale, même si, de base, l'idée est super. Maul a une idée de base qui est super, et le fait bien. Quelle est l'histoire de Maul ? On est peu de temps après, hein, je crois, les événements donc, de la revanche des Sith. Et Maul tente de, après tout ce qui s'était passé sur Mandalore, etc., la mort de son frère, j'en passe et des meilleurs, Maul tente de reprendre, enfin déjà d'établir une vengeance par rapport à tous les syndicats qui l'ont trahi, et surtout de se refaire un nom dans le monde du crime. Et il se trouve que il est aussi cherché par l'Empire, puisque l'Empire veut l'exterminer. Il va avoir sur sa route 2 Jedi, dont une Padawan, que lui a ressenti et qu'il espère pouvoir former pour arpenter les syndicats du crime. L'idée est intéressante parce que ça continue ce que faisait déjà Andor ou la Bad Batch dans une moindre mesure aussi, hein, c'est enrichir le lore de façon juste. Kenobi, c'était du fanservice sans intérêt, par exemple, qui était ridicule en termes de réalisation, qui était pas émouvant pour un sou, et qui était simplement là pour le plaisir de revoir 2 comédiens qu'on aimait bien. Mais on voit bien que c'était un prétexte, puisqu'il n'y avait pas d'histoire dans Kenobi, c'était une catastrophe. Maul, Andor, Bad Batch nous raconte des faits de vie qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'univers Star Wars. Andor encore plus, mais là, tout ce qui est plongé au cœur du syndicat du crime. Continuer l'arc narratif de Maul, où on est face à un personnage qui est hyper intéressant, parce que, je vous pose la question dans le chat, est-il véritablement un antagoniste pure souche manichéen ? Moi non, je trouve pas. L'un des moments que j'ai préféré dans la série, c'est là où il a des visions d'Obi-Wan et de la mort de son frère, et on voit qu'il est très jeune, il était électrocuté pour s'entraîner avec Dark Sidious, que ça a été très dur, etc. Exactement, Venom, c'est un mec qui est complètement brisé, qui est encore capable de pleurer et qui, je pense,
a du respect, a certaines valeurs et peut peut-être éventuellement avoir de l'attachement pour certaines personnes, chose qui normalement soit est prohibée, soit est mort quand tu deviens un senior site ou en tout cas quelqu'un qui a à ce point-là embrassé le côté obscur. Et tu le vois par rapport à la plupart des personnages qui naviguent autour de lui puis qui finissent tous par crever les uns les autres. Le traitement du personnage est d'une profondeur extrême. Et c'est très bien parce que cette série-là, en fait, c'est le pont parfait entre Rebels et Clone Wars. En se disant que on l'a vu vite fait dans Solo, mais c'est pas vraiment s'il va y avoir un après Solo ou s'il voulait aller quelque part avec ça. Là, on est vraiment sur comment il a fait pour devenir aussi puissant. De toute façon, on a un personnage de Solo qui arrive à la fin de Maul, et je trouve qu'il a une profondeur, mais qui est bienvenue en fait dans du Star Wars. D'ailleurs, j'ai trouvé tous les personnages attachants et intéressants. Ce qui est rare dans du Star Wars, qu'en à peine 10 épisodes de 20 minutes, on éprouve de l'intérêt, un arc narratif pertinent en termes d'écriture et surtout de l'attachement pour ces deux Jedi qui tentent de survivre par tous les moyens dans un monde qui ne les reconnaît plus, que ce soit pour Lawson, père de famille un peu désabusé. Je sais pas si vous avez trouvé, mais je trouve que l'arc de Lawson avec son gamin, la mère qui est pas là parce qu'elle travaille pour l'Empire à Coruscant, bah, je trouve que ça faisait un peu Andor. Le passage où le gamin, par exemple, il joue dans un stade où on se dit, bah, tu vois, il n'y a pas que les courses de pod ou les trucs ou les machins, ils ont des stades, ils ont des événements où on a presque l'impression qu'ils sont en train de faire un baseball ou un truc, parce que ça, c'est bien, ça nous montre qu'en fait, il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a un héritage, il n'y a pas que les Jedi, les Sith, les clones, les trucs. Bah non, 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 il y a toute une culture, en fait, que la série nous fait découvrir. Et bah, je trouve ça génial. Alors moi, j'ai peut-être pas jusqu'à dire anti-héros, parce que ça reste un mec un peu sans foi ni loi qui agit avant tout pour lui. Anti-héros, le Punisher est un anti-héros. C'est peut-être, pour moi, un anti-héros, c'est presque la différence entre un super-héros et un justicier. C'est intéressant ça d'ailleurs. Le justicier, pour moi, peut pencher vers l'anti-héros. Le justicier va justement se faire justice lui-même. Le super-héros, c'est le super-héros. Maul, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un anti-héros. Je pense que c'est un mec brisé, tout simplement. C'est un personnage à part. Comme il y en a très peu dans Star Wars. Des personnages à part comme ça, comme Boba Fett. Boba Fett touche un petit peu à ça aussi. C'est pas quelqu'un qui a potentiellement un mauvais fond. C'est des mecs qui ont un vécu de ouf, parce que Boba Fett, la mort de son père, etc., tout ça, c'est des choses qu'il a dû gérer de manière très difficile. Je vois un petit peu cette idéologie-là sur des mecs qui ont tout perdu, qui ont essayé de se refaire, puis lui est animé par une vengeance infinie. Je trouve le traitement du personnage intéressant. Je trouve le traitement des personnages qui gravitent autour intéressant. Je trouve que c'est une série qui a des couilles comme j'en ai rarement vu dans du Star Wars. J'ai regardé les 3 derniers épisodes aujourd'hui. Je vais vous laisser deviner dans le chat. Pour vous, quelle scène c'est dans les 3 derniers épisodes? À votre avis, quelle scène m'a surprise en me disant « Ah putain !» Il y en a 2 même, mais il y en a surtout une. Où je me dis « Ah ouais, putain, c'est rare dans du Star Wars. En plus, dans de l'animé, ok. On va voir. Fin de l'épisode 10. Alors, le truc, c'est que... Non, je crois que c'est dans le 9. Je crois que c'est dans le 9. J'ai un doute. Faudrait que tu me dises la scène, Preach. La fin du 10, je m'y attendais. Je l'espérais. Fort. Très fort. Vador qui bute le vieux, non, ça c'était attendu. Non, c'est tout con, c'est toute la séquence qui est magnifique d'ailleurs esthétiquement, où c'est la séquence dans les bains d'acide. Où je me dis, t'as un mec, on est dans Star Wars, dans une série animée que tout le monde peut regarder, on a un mec qui se sacrifie et qui plonge dans un bain pour se faire dissoudre par de l'acide avec 3 Stormtroopers. J'étais là, genre, putain. Ah ouais, Star Wars. Ok. Ok. Parce que franchement, et on le voit en plus, et on le voit, hein, et j'étais là, genre, là, voilà une prise de risque. Voilà une prise de risque où tu te dis putain dans du Star Wars c'est rare de voir ça quoi. Je me souviens on faisait des lives à l'époque sur YouTube où on avait fait tout un live en se disant imaginez un film d'horreur idéal Star Wars tu vois. Il y a des segments assez horrifiques hein. L'apparition de Vador. Quand l'autre elle se fait il y a des bruits d'animaux, le travail du son Preach.
Mais putain, mais le nombre de fois où tu m'as dit, écoute, le travail son, mixage son et tout, le son, quand Vador il arrive, t'as limite l'impression que c'est une créature. La nana, tu l'entends hurler. En plus, je sais que j'ai remis la scène. J'étais là, genre, attends, ils ont quand même pas tué le bras droit de Dark Maul, là, c'est pas possible, là, l'autre, elle était là et tout. Si, ils en ont rien à foutre. Alors qu'elle était là, elle, depuis le début, et qu'elle était vachement associée à Maul et ultra loyale et tout, tu vois. Et là, elle arrive, t'as la trace des ongles, et là, tu te dis, c'est quoi ce truc-là? Et tu mets de l'horreur dans du Star Wars, maintenant, ok, très bien. Mais c'était parfait, une série sur Maul pour faire ça. Pour avoir cette créativité, cette mise en scène, ce truc. C'est un délire. J'avais des frissons rien que d'en parler de cette scène-là. Mais c'est fou. Vador qui dit pas un mot, c'est une créature, c'est même plus à un moment donné, c'est même plus à un moment donné un être humain. C'est même plus un cyborg. Il l'animalise avec les bruits et puis le travail du son où t'as vraiment des sons d'animaux. Le nombre de fois, je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je pense qu'à ce stade-là, oui, où quand Dark Maul laisse place à sa haine, il a le même cri que Dark Sidious. Quand Dark Sidious, il fait son cri de Seigneur Sith avant de se battre avec Mace Windu et qui bute 3 gars, là. Le même. Travail du son, mécanique du mixage son. Tu te dis, ah ouais, putain, mais c'est pour te dire à quel point, tu vois, Sidious est encore en lui. Il est tellement ancré dans la haine pure, les trucs, les machins, qui te sort les mêmes bruits. Puis là, toi, t'es là, tu fais, c'est génial à ce niveau-là. C'est excellent. C'est excellent. Travailler un mec comme ça et en faire un traumatisé, brisé, meurtri, qu'on sent honnête sur certains trucs malgré tout, tu vois. Moi je regarde la série, je pense qu'il a du respect pour les gens à qui il parle. Lawson, par exemple, je pense qu'il a du respect pour lui. Je pense que les deux Jedi, malgré tout, même si c'est des Jedi, il a du respect pour eux. Ça lui fait pas particulièrement... On peut supposer qu'il sacrifie quand même un minimum, le vieux, hein, mais j'ai pas l'impression que ça lui fait plaisir plus que ça. C'est pour ça que je dis c'est pas un anti-héros, c'est qu'il fait ce qu'il a à faire. Mais derrière, je pense que la gamine, il peut avoir de l'affection pour Devon, sans aucun problème. Sans aucun problème. Par contre, ce sera de l'affection qui ira d'abord dans l'ordre de ses priorités à lui. Sinon, ça ne l'intéressera pas. Mais les dialogues, oui, Lucio, les dialogues. Pour quelqu'un qui parle peu, en plus, qu'on a peu l'habitude d'entendre, hein, Dark Maul. Hein. Enfin, dans la menace fantôme, c'est quoi? Peu de texte, hein, pas grand-chose, 3-4 lignes. Quand le droïde de Maul se fait buter, il se met direct en colère. Ouais, mais parce que... Et ça, pareil. Peut-être que, tu vois, on se dit, oui, il y a un robot. Pour beaucoup de gens, ça va être... Oui, bon, il y a un robot avec Dark Maul, il fait des petites vannes, il a l'air un peu nerveux et tout. Moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Dark Maul, avec qui tu le vois sur Tatooine dans la menace fantôme? Tu le sais qu'il a déjà un lien, à mon avis, avec la robotique, puisqu'il travaille déjà avec des robots, des droïdes sondes qui vont un peu partout, etc. Continuité. Sur un petit détail, tu vois, mais qui fait la différence. Donc, quand il perd ce robot-là, et qu'il perd la moitié de ses troupes et tout, tu te dis, il doit y avoir quand même une certaine forme d'attachement. Après, là, c'est plus philosophique, mais est-ce que quand tu es du côté obscur, tu n'as pas plus d'attachement que quand tu es du côté clair? Parce que là, nous avons tendance à se dire, c'est vraiment des connards, ils ont de l'attachement de rien, et Dark Sidious, machin. Et je pense qu'il y a des seigneurs Sith comme Anakin, et même en Vador, tu regardes dans les univers Legend ou autres, il en garde de l'émotion. Et on le voit de toute façon à la fin de la trilogie originale. J'imagine qu'ils sont complètement dévorés par leur émotion, leur empathie, etc. Mais bon, normalement, c'est quand même un des principes du côté obscur qui se dit t'as le droit en fait. Tu peux sauver Padmé, ça me dérange pas, t'as le droit d'aimer. Normalement, l'amour, c'est du côté des Jedi que c'est prohibé. L'attachement, les trucs, les machins, bon, tu l'es parce que tu t'es humain, mais on essaie quand même d'être très limité, quoi. Et les Sith sont... alors que c'est très drôle de se dire, c'est fou de voir Dark Maul avec de l'émotion, alors que s'il fait partie du côté obscur, c'est peut-être justement ça, tu vois. C'est que ils en ont trop, mais que eux, c'est l'émotion à son paroxysme, qui les amène à la douleur, la colère, la haine, la frustration, la jalousie, baiser papy, voilà, quoi. Contrairement, justement, dans Star Wars, il y a très peu de morts. Oh la revanche des Sith, ils meurent tous, hein. Si, quand même. Si, dans la post-logie, non, mais moi je le compte pas, ça c'est de la merde. Mais dans la prélogie, il y en a quand même quelques-uns. Puis ça, c'est des choses qui de toute façon sont directement estampillées de la prélogie. Donc forcément, tu vois que derrière, c'est important. Maintenant,
Là, c'est des morts. Rogue One aussi, j'avoue, tout le monde meurt. Bah ouais, Renault. Renault qui dit, oh, en vrai, dans Star Wars, il meurt jamais. Alors, bon, donc, Rogue One, toute l'unité meurt. La revanche des Sith, tout l'ordre Jedi meurt. Hein. Il y en a pas un qui, enfin, il y en a deux qui survivent max. Bon, Obi-Wan Kenobi dans le 4, Boba dans le 6, dans le 5 il se fait congeler, ben ça va, c'est ok, et puis il y en a juste un, il perd une main. Mais, non, là c'est la manière dont on va faire les choses. Je trouve que c'est une série qui a des couilles aussi, même si je l'attendais et que je l'espérais, de faire en sorte que Devon, on imagine qu'elle va basculer du côté obscur. Par la haine de la mort de son maître. Y a un petit point négatif, mais alors je sais pas s'il est mort ou pas parce qu'on le revoit jamais. Il y a un inquisiteur qui se fait balancer dans le vide. Bon, on peut peut-être soit supposer qu'il est mort, soit juste qu'après on l'a plus jamais revu. Je trouvais que c'était un peu abrupt, parce que c'est le premier inquisiteur qu'on voit en plus. Et je trouve que le deuxième est pas trop travaillé d'inquisiteur. C'est dommage parce qu'il y en a un, on le travaille pas mal, mais il a une fin de merde, et puis il y en a un autre, on le travaille pas, mais il est trop présent à la fin. Parmi, voilà, si on doit citer deux, trois petits points négatifs. J'ai pas envie de parler d'un point de vue esthétique, parce que c'est très beau. Voilà. C'est maintenant l'animation référence de Star Wars qu'ils ont mis en place depuis les dernières saisons de Clone Wars. En particulier la toute dernière qui était absolument magnifique. Euh, les séquences de combat au sabre, fabuleuses. L'utilisation musicale aussi de thèmes récurrents de la prélogie qui reviennent, légèrement retravaillés, ou même de la trilogie originale. Euh, T'as des plans, une esthétique, encore une fois, une photographie de plans tellement soignée, où tu te dis, oui, vous avez vraiment travaillé votre sujet, quoi. C'est esthétiquement, tu sais que tu es dans une série sur Maul, que tu dois faire quelque chose de dark, de sombre, qui suinte, et on est que dans des bas-fonds, hein. On est très très peu de temps à la surface, ou dans des... C'est des environnements lugubres, c'est beau. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de très beaux plans et de très belle esthétique derrière où ça n'a rien à voir, mais je vais citer Snyder parce que je trouve que Zack Snyder sur Justice League, sa Snyder Cut, ou même quand il prenait en charge Superman, etc., t'avais un peu cette impression de peinture en mouvement. Alors que t'avais l'impression de regarder une peinture ou de regarder une toile en mouvement, tellement il y avait un sens de l'esthétique. Je fais partie de ceux qui trouvent que Zack Snyder est un bon réal. Je le mets pas parce que je papy qui me disait Scorsese ou Zack Snyder. Moi, je prends John Watt. Mais moi, j'aime bien sur certains films, j'aime bien ce que fait Snyder. Je trouve qu'il ce serait très hypocrite de dire qu'à un moment donné, le mec, il n'est pas capable de mettre un style visuel dans ses films. Il suffit juste de regarder 300. Hein. C'est un créateur. Peut-être plus un créateur qu'un réalisateur d'ailleurs. Et ben, cette espèce de peinture en mouvement, je la vois aussi dans Maul. Certains moments où tu vois que derrière, il y a quelques trucs animés, mais c'est une peinture que tu regardes avec des personnages qui à première échelle du plan, discutent, et puis les autres derrière enfin, le décor sublime le plan d'un point de vue très particulier. Ça, c'est bien. C'est des choses que je trouve très riches. Que je trouve très riche. Et ouais, c'est une plongée, vraiment une plongée dans du bon Star Wars. T'as cette sensation de vraiment, comment te dire, euh, t'as cette sensation de redécouvrir un petit peu la pègre de manière assez risquée, sans foi ni loi, la peur de l'Empire aussi, l'Empire qui reste là d'un point de vue visuel, c'est super. J'attends tellement la saison avec impatience, ça m'a remis dedans après la déception du 9. Ah bah attends, il y a des bonnes choses depuis... Enfin, quoi qu'il faudrait regarder la chronologie de tout ce qui est sorti. Je vais demander à ChatGPT, tiens, ça va être intéressant. Attendez. Tac. Euh... Salut mon pote velu et goulu. Est-ce que tu peux me détailler s'il te plaît la chronologie de tous les films, séries animées qui sont sortis Star Wars à partir d'un Nouvel Espoir jusqu'à la série Maul qui vient de sortir là. Tu me mets toute la chronologie avec les dates etc. Mais chronologiquement parlant quoi, du plus vieux au plus récent. Merci bisous.
De tout, hein, animé, pas animé, série, film, tout. C'est bien parce que j'ai peut-être plus besoin de chercher, maintenant il va me faire ça en 2 secondes. Mais on va voir, on va voir. J'imagine quand même que depuis Star Wars 9, il y a eu un ou deux projets intéressants. Déjà, il y a eu Andor. Mais donc on a eu quoi alors Haute République, la prélogie. Mais il est trop con lui. Non, je veux pas ça. Oh là là, mais non, c'est pas ça que je voulais. Putain, ta gueule. Attends. Non, j'ai pas envie que tu me fasses la chronologie. C'est la date de sortie des films. Ça me sert à rien ce que tu fais parce que là t'es en train de travailler comme un beau diable et je te remercie parce que tu nous fais un taf monstre mais en fait je te demande un truc plus simple mais c'est comme ça, t'es pétri de talent et je sais qu'à un moment donné voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est les grands esprits hein. Moi aussi j'aurais travaillé plus que prévu. Non, je veux que tu m'envoies la chronologie de date de sortie. Genre tu commences avec l'épisode 4, date de sortie telle date et puis après tu continues jusqu'à la sortie de Maul là maintenant. C'est la date de sortie des séries, des films et des animés qui m'intéressent, pas la chronologie des médias. Merci. Je l'ai saucé comme jamais, hein. Alors. Euh, Très bien. Super. Voilà la réponse. Ah, ça c'est extraordinaire. Je vais vous montrer la réponse de ChatGPT. C'est pas une vanne, hein. ChatGPT m'a envoyé ça. Voilà donc la chronologie, par exemple, de 2014 à 2019. Bah merci. Sympa. Je suis vachement plus avancé maintenant. Bravo. BRAVO, hein, rien à dire. Voilà, d'accord. Hein. Donc il y a des trucs qui sont sortis, en tout cas, ces années-là. De 2020 à 2024, c'est pareil. Hein. Ça a l'air sympa, en tout cas. Ouais. En tout cas, la saison 3 en 2023, ça a l'air super cool. Bah merci. Merci. Donc tout ça pour dire que, bon, si on réfléchit bien, dans tous les cas, il y a au moins Andor qui est sorti. D'un point de vue de série d'animation, moi je considère que la Bad Batch, ça pouvait être sympa. Mais c'est vrai que Maul a mis la barre très haut. Et en fait, c'est ce que j'ai tendance à me dire, c'est que il y a un tel respect des fans pour Maul, que ce soit dans Clone Wars et puis son retour, sa folie, Mandalore, etc. Il y a tellement de choses à dire sur lui qu'ils ont un respect tellement religieux pour le personnage que ça se voit qu'ils se sont dit on n'a pas le droit à l'erreur, on va vraiment y aller à fond. Et c'est ce qu'il faut. Sauf que eux, ils se sont pas laissés bouffer par leur amour, tu vois. Je sais plus dans quelle série j'en parlais récemment. Bah, j'allais dire, tu peux comparer ça au film Michael de Michael Jackson. Je veux dire, mais bon, il y a la production, il y a les parents, il y a les droits, les musiques, ceux qu'on dit oui, ceux qu'on dit non. Ça a dû être tellement un bordel à produire ce truc-là que je vais pas donner l'exemple. Mais des fois, tu peux te faire bouffer par le personnage dont tu parles ou ce que tu dois faire. Et au final, tu fais quelque chose qui est moyen parce que tu veux prendre aucun risque. Bah là, ils prennent des risques de ouf. Et pourtant, c'est super ce qu'ils font. Vraiment, hein. Donc, c'est un petit exemple de ce que devrait faire Star Wars. Il n'a jamais été maltraité, Maul, ça a toujours été carré et droit avec le personnage. Oui, bien sûr. Clone Wars, son retour était super. Après, là, c'est une série centrée sur lui, et pas que, mais principalement sur lui. Clone Wars, c'était plus un ajout. Mais c'est vrai qu'après, il prend une telle importance que oui, il a toujours été bien écrit. Mais c'est vrai que je voyais des gens sur Twitter à le dire. Et il y en a plein qui trouvent que, bon, Dark Maul aurait peut-être dû mourir après la menace fantôme et pas revenir, que l'idée de base était peut-être pas énorme, mais qu'en fait, c'est tellement intéressant ce qu'ils en ont fait après, bah que t'oublies un peu le fait que t'étais pas ravi fut un temps de le revoir vivant, et puis tu prends une claque dans la gueule, parce que ce qu'ils font de ce seigneur sombre là, leader de cartel des bas-fonds de la galaxie, etc., alors que il était tellement pas prédestiné à ça. C'est un martyr, hein, lui, hein, au final, hein. C'est lui, comme les gens de sa planète, etc., quand tu vois la douleur qu'il a subie avec Dark Sidious, toutes ces choses-là, c'est impressionnant, hein. Sa scène de fin dans Rebels est incroyable. Ouais.
Ouais, 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 ouais. Ah, puis celle-là, c'est une des scènes les plus adorées des fans. La scène de Maul contre Kenobi dans Rebels, pour beaucoup de gens dans tout l'univers de Star Wars, ça reste une des scènes emblématiques de la série. Ahsoka, c'est la même, sa création n'a fait que glorifier Star Wars. Oui, oui, oui. Et alors, ce que je trouve très fort, quand même, hein, c'est de se dire, tu regardes l'attaque des clones, tu regardes la revanche des Sith, tu te dis, entre les deux films, il y a tout Clone Wars, Ahsoka existe, mais on la voit pas, on n'en parle pas. Ils ont réussi à créer tout ça et à être raccord, notamment dans la dernière saison où tu vois même des scènes de la revanche des Sith avant ou pendant ou après. Hein. C'est dans les mêmes lieux et tout, machin. Et tu te dis, je crois qu'il y a un moment donné, ça vous allez me dire si je dis pas de conneries, mais je crois pas. Il y a une séquence où ils sont en train de discuter et t'en as d'autres qui sont là avec des. Ils sont là via hologramme. Ils discutent tous. Et en fait, tu te rends compte que juste après, Ahsoka, elle arrive, ou juste avant. C'est-à-dire que tu regardes Clone Wars, t'as une scène, et après, t'as la scène de la revanche des Sith au même lieu. Juste, tu te dis, après, quand tu regardes la revanche des Sith, ah bah, 5 minutes avant ou 5 minutes après, Ahsoka Tano, elle était là, et puis elle parlait avec tous les mecs. Et ils ont réussi à raccrocher ça, mais vraiment dans des wagons qui sont très bien, quoi. Alors que, quand t'es pris par des ambitions démesurées, et qu'à un moment donné, bah, tu veux juste ramener deux gars, mais que tu te dis, ah ouais, mais bon, tu veux ramener deux mecs, mais t'as pas d'idée de scénario, bah ça fait Kenobi. Voilà, ou Kenobi, tu te tapes des trucs, Obi-Wan ne savait pas que Dark Vador c'était Anakin. Alors que dans la revanche des Sith, il voit littéralement un holocron qui dit à de Dark Sidious qui relève Anakin en disant Seigneur Vador, merci, vous avez ramené l'équilibre dans la galaxie. Ça, tu te dis bon, faut penser à aller se faire enculer quoi. C'est aberrant, c'est stupide de bêtises, c'est stupide de bêtises. C'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? Kenobi, c'est hardcore, hein. Kenobi, c'est hardcore, hein. T'as Maul qui se casse. Alors après, encore une fois, c'est de l'animation, c'est plus simple. Il est ridicule. Très clairement. Très clairement. Tu regardes eux, ils se cassent la tête au niveau esthétique, etc. Enfin, et puis t'as Kenobi qui est devant une barrière là et qui au lieu de passer à côté, là, putain, ou de passer au-dessus, c'est chaud, c'est très chaud. Franchement, c'est très chaud. Mais eux le font bien en tout cas. Eux le font même très bien. Hein. Ils le font très bien. Donc non, c'est une très bonne, c'est une très très bonne série. Maul. Il galère avec le levier. Non mais c'est aberrant. Par contre, après, pour envoyer à peu près l'équivalent d'une demi-planète sur la tronche de Vador, là ça va. Là c'est ok. Mais bon, c'est pas grave parce que tu sais, à la fin, il ramène Qui-Gon Jinn. Et c'est ce que voulaient tous les fans de ramener Qui-Gon Jinn. Donc du coup, c'est bien. Kenobi qui ne s'est pas battu depuis 15 ans, mais t'inquiète, il bat Dark Vador après. Non mais pareil. Pareil, c'est. Ah non, c'est dur. Hein. Puis c'est des trucs. Alors après, en vrai, Maul au moins reste raccord avec certaines choses on est 2 ans hein, après, je crois, les événements de la revanche des Sith. Il y a un truc que j'aime bien dans Maul. En fait, ça a un lien aussi avec les inquisiteurs. Nous, on s'en rend pas trop compte parce que on a vu la revanche des Sith, on a vu un nouvel espoir. Dans un nouvel espoir, même Leia, elle connaît Vador. En fait, je pense que 20 ans après, tout le monde connaît Vador. Mais dans les premières années, j'ai vraiment l'impression que Vador, c'était le sbire ultime qui se déplace jamais. Hein. Parce que là, les Jedi, ça fait 2 ans, ils connaissent pas Vador. Ils en ont pas entendu parler. Les Inquisiteurs, oui. Vador, non. Je pense que Vador, c'est vraiment le bras droit que tu vois que quand voilà, tu sais que là, c'est la fin. Sinon, t'envoies les Inquisiteurs. Et c'est pour ça que, du coup, j'aime le rôle des Inquisiteurs. Je comprends, du coup, si ça avait pas été très con avec Kenobi, dans le sens où avec Kenobi, c'est abruti, puisqu'il voit l'hologramme où le gars, il dit Seigneur Vador. Et là, après, tu vois bien que le mec, c'est Dark Vador, et tu fais pas le distinguo. Enfin, faut vraiment que tu sois un teubé, tu vois. Mais j'aime bien cette idée de se dire, au début de vraiment de la campagne de l'Empire, Vador, c'est un homme de l'ombre, tu le vois pas. Ils savent pas qui c'est.
Ils savent pas qui c'est. Là, par contre, il commence. Même Maul ne sait pas qui c'est. C'est fou, hein. Il le dit, hein. Il dit c'est un senior site et tout, machin, mais il sait pas qui c'est. Et ça, j'aime bien. Et du coup, ça crédite vachement plus le pourquoi des inquisiteurs. Eux, tu sais qu'ils existent. C'est les patrouilleurs, quoi. C'est... J'allais dire ça... Non, je peux... J'allais dire c'est la Waffen quelque chose, mais je vais pas... Tu vois, c'est vraiment le haut du panier, quoi. C'est le haut du panier de ces fameuses escouades à 2 lettres. Ah, c'est le... eux, tu les vois. Hein. Eux, ils sont là. Hein. Alors, eux, ils sont là et bien là. Hein. C'est sûr. Hein. Les seuls personnages qui savent qui c'est, bah, il les a butés à chaque fois. Bah oui. Ouais. Et moi, ce que j'aimerais, mais alors, je crois que c'est pas canon. Ce que j'aurais aimé, moi, c'est qu'ils mettent le personnage de... Bah, d'un côté, t'as pas tort. Mais non, mais c'est un peu ça. Bah, non, mais... Sans Star Wars, l'idéologie... Enfin, pas l'idéologie, mais le fait d'avoir repris des éléments bah si, de l'idéologie nazie, etc., avec même la seule scène de Star Wars 7 qui est bien, c'est là où ils lèvent tous leurs poings comme ça, là, tous les Stormtroopers, au moment où t'as le gars qui fait son speech devant eux tous, là, les yeux remplis de haine, on aurait dit un discours nazi et tout. Si. Bonjour, me spoil pas, bonne soirée à tous. Bah, Maul meurt à la fin et en fait, Mace Windu n'est pas mort. Des bisous, moi, la Clusmos, merci pour le 60e mois. La scène nulle du speech de Star Wars 7. Non, elle est incroyable, cette scène. Arrête, c'est la seule bonne scène du 7. C'est la seule, moi, à chaque fois que je la vois, où je me dis, allez vous faire enculer, parce que franchement, vous le faites passer pour un con après. Mais c'est pas le but d'être subtil, là. Le but, c'est de montrer que les mecs, à un moment donné, ils sont encore pires que l'Empire, et que le mec est complètement dérangé, machin, et que il a cette haine, ce truc en lui, où on a atteint un paroxysme qui amène justement à la destruction de plusieurs planètes. Moi, ça, je trouve ça bien. Ce qui est honteux, c'est derrière d'avoir dit, c'est moi l'espion, en fait, des rebelles. Te faire foutre, arrête un peu. Même s'il l'était peut-être pas avant, mais après, ou ceci ou cela. Mais je vois pas en quoi montrer qu'ils sont pires. Ben, c'est dans la tonalité, c'est dans l'Empire, à part Sidious, Vador et puis Moff Tarkin, tu sens que c'est plus des sbires qu'autre chose. Là, il y a vraiment la séquence où ça suffoque le nazisme, ça respire par tous les pores. Hein. Et c'est engageant, ça te prend aux tripes parce que c'est un truc qui est inhumain. C'est de voir ça dans du Star Wars, surtout dans c'est hyper violent, quoi. Et moi, j'ai trouvé cette scène-là très forte. Le problème, c'est ce qu'ils en ont fait après. Mais de toute façon, oui, c'est-à-dire les inquisiteurs qui pourraient jouer le rôle de la Waffen-SS ou les trucs comme ça, ou ou Vador, le bras armé, Sidious qui remplit très bien le rôle de Tonton H, etc. Et puis tous ces trucs-là environnants, mêlés aux samouraïs et à toutes ces choses-là, et à la culture western, et à la culture japonaise, de tout ce qui fait l'originalité de Star Wars via George Lucas, bah tu mélanges tout ça, ça l'est, oui, c'est sûr. Et je trouve que c'est bien parce que tu vois, voilà, tous les le fonctionnement de l'Empire, les rôles à jouer, les hommes de l'ombre, les trucs comme ça, c'est vachement bien. Un peu comme Daenerys qui fait son discours dans le dernier épisode, qui avait regardé des discours de tonton pour cette scène. Possible, ouais, j'avais pas l'anecdote. Ben oui, il y a un peu de ça aussi, hein. C'est ça qui est triste d'ailleurs avec Daenerys dans l'écriture du personnage, comment dire, à la fois dur pour son personnage. Après, bon, ça dépend de quel côté tu te places. Mais quelqu'un qui a tout fait pour libérer les peuples et les esclaves et les trucs et les machins, qui, à la fin, finalement, des choses, devient elle-même dictateur et plonge dans quelque chose comme ça. Ça, c'est violent, tu vois. C'est des séquences qui sont violentes sur le traitement et la descente aux enfers de ton personnage. Alors après, vous savez ce que je pense de Daenerys. Elle avait laissé tellement d'options pour que les autres se rendent, fallait juste pas lui casser les couilles, vous avez récolté ce que vous avez semé, à sa place j'aurais fait pareil. Alors,
Si tu leur laisses 2 jours, 3 jours, 8 ans pour se rendre, la seule réponse que tu as, c'est bah tiens, coucou, je vais couper je vais couper la tête de ta meilleure pote et puis je vais te la balancer. Faut pas s'étonner que ça pète après. Hein. Mais j'ai fait un récapitulé de l'histoire de Star Wars depuis Star Wars 9 un peu plus haut. Ah, cool, mon Darkseid. Alors, il y a eu quoi du coup? Hors film après le 9. Mandalorian, c'est sorti après Star Wars 9. Ah bah tu vois. Mando saison 1, ça c'était bien. Bad Batch, c'était pas mal. Boba Fett. Kenobi, on n'en parle pas. Andor, super. Tales of the Jedi. Bah, Tales of the Jedi, oui, c'est sympa, mais c'est sans prétention. Mais ça apprend 2-3 trucs sur divers personnages en animé. Mandalorian saison 3, c'était pas fou. Jedi Survivor, ça c'était pas dingue non plus. Bad Batch saison 2. Ahsoka saison 1. Ahsoka, dans mes souvenirs, j'avais bien aimé. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais plus aucun souvenir. Faudrait que je regarde, mais dans mes souvenirs, ça allait à peu près. Bad Batch saison 3, The Acolyte. Tales of the Empire. Voilà, ça c'est pareil. Tales of the Empire, mais c'est tout petit. Star Wars Outlaws. Moi, je suis parti des gens comme Renault qui ont bien aimé le jeu, même si on doit être à peu près 3. Skeleton Crew. Il y a des gens qui ont vu Skeleton Crew. Il y a vraiment des gens qui ont regardé Skeleton Crew. Andor saison 2, Tales of the Underworld. Ah oui, il y avait ça aussi. Ouais, il y avait pas mal de petites choses, mais je pense que vraiment Maul, c'est ce qui là actuellement ressort le plus dans tu prends une claque. Esthétiquement, visuellement, dans le travail du personnage, dans tout ce que ça développe, dans la narration, les bas-fonds, la créativité. Pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant à regarder, Maul, actuellement, dans l'univers de Star Wars. Ah, il y a beaucoup d'autres choses, mais je pense que c'est ça le plus important, hein, le plus intéressant à regarder pour le moment. Mais je vous conseille cette série. On va s'arrêter là évidemment pour ce soir. Je vous conseille Maul si vous l'avez pas vu. Tout à l'heure, tu voulais parler de Starkiller. Oui, parce que je me suis demandé si un jour on allait avoir quelqu'un qui nous dit Starkiller rentre dans le canon. Ça, ce serait intéressant. Parce que Starkiller, oui, dont l'acteur principal d'ailleurs avait joué dans The Mist, qui est incarné par celui qui aujourd'hui fait la voix de Dark Maul depuis Clone Wars hein, maintenant. Sam Witwer, je crois. Qui est super, Sam Witwer. Et je me demande si un jour ils incluront Starkiller. Parce que Starkiller, dans l'idée, en tout cas dans le premier jeu que j'avais fait, j'ai pas fait le deuxième, mais dans le premier, l'apprenti de Vador, etc., il y avait des choses intéressantes. Je crois même que c'était un jeu à choix. Je savais que tu pouvais faire quelques choix qui pouvaient avoir plusieurs fins dedans. Donc à voir, mais oui, ce serait un personnage qui serait intéressant de revoir. Ils nous ont bien ramené Kenobi, ceci, Cody, tout ça. Donc on verra bien, mais oui, c'est peut-être compliqué à placer. Ils ont mis tellement de choses. Et puis le jeu est devenu Legend ensuite, parce que le jeu à l'époque, il y avait 3/4 moins. Hein. Il y avait l'univers étendu, ce qu'on appelait l'univers étendu, mais Legend avec les jeux, les comics, les trucs, les machins. Bah alors maintenant, il y a tellement de trucs que bon. Je pense que ce sera compliqué à mettre, mais c'est un personnage qui a une vraie profondeur, qui est très intéressant. L'armure de Starkiller est présente dans la boutique de Luten dans la série Andor. Ah, c'est possible. Mais alors, est-ce que du coup, ce serait de l'ordre du caméo ou du petit clin d'œil, ou alors est-ce que ça va être bien? Demain, je serai blond, oui, messieurs, dames. Demain, c'est Roawin d'ailleurs qui va me faire le... Parce que j'ai aucune idée de comment on le fait. Donc Roawin, elle me fait ma teinture blonde demain. Elle m'a dit on en aura pour après 2 heures. À peu près 2 heures. Donc bah ça y est, hein, ça va être un mois ou deux sans Ken, hein, sans rien. Si vous voulez que je vous dise, moi, fini, hein. Le RP Slim Shady. Ah, j'ai pris un blond Machine Gun Kelly. C'est blond MJK, donc ça va être blond, ouais, hein, ça va être blond. Hein. Donc, ah non mais Bart, faut pas craindre le pire. On le fait pas pour que ce soit beau, hein. On le fait parce que c'était un challenge et qu'on sait que ça va être moche. Faudra pas me dire, oh putain, j'en étais sûr, c'est ignoble. On le sait même avant que je le fasse, hein. Donc je le fais pas pour que ce soit bien. Je le fais parce que de toute façon, vas-y, au boulot, maintenant, je m'en bats les couilles, il reste à moi. Et puis, je respecte mes engagements. Mais je vais vite regretter. Dès le moment où je vais aller à la salle, déjà, je vais me dire, c'était une erreur. Hein. T'auras moins de spectateurs. Pour le divertissement, je pense que j'en aurai plus. Mais au début, ils partiront tous après. Je suis encore traumatisé de toi raser. Mais c'est pas pareil, c'est pire. Moi, raser, c'est pire. En mode un peu Hervé, Jean-Claude, Hervé Dumarge, de Lisbar. Ça, c'est encore pire parce que vraiment, là, ça va juste être une couleur de cheveux, quoi.
Tu devrais aller chez le coiffeur, ça peut tourner vite aux roues. Ce sera que plus drôle, hein. Ce sera que plus drôle. Ça va être laid de toute façon, donc voilà, hein. Mais ça se trouve, ça va être bien et je vais ressembler à Edgy, hein. On sait pas, hein. On sait pas. Il y a un monde, tu sais, il y a un monde où des potes, ils m'ont dit, eh, en vrai, ça se trouve, il y a un bail et ça peut être bien, hein. On verra. Il est ridicule. Il est pas C'est ce sorti que je de sa dis. sieste. La semaine prochaine, il y aura probablement que 4 streams, dans le sens où mon vendredi, samedi, dimanche, j'aimerais bien pouvoir retravailler un peu mon docu. Et puis j'ai plein de trucs à faire. En fait, il faudrait que je mette de nouvelles alertes, il faudrait que je fasse un nouveau générique, etc. Pour les lives. Donc il y aura 4 lives lundi, mardi, mercredi, jeudi. Demain, on se retrouve pour la tier list, messieurs, dames. La tier list des personnages de l'île de la Tentation. Mardi, on termine Directive 80-20. Mercredi, The Mandalorian. Jeudi, The Boys. Et évidemment, soyez là demain, puisque demain, on fait... C'est pas une tier list, c'est un woufoufou même d'ailleurs. Un woufoufou avec des images en 180p. On fait le woufoufou, donc des meilleurs personnages de l'île de la Tentation. L'île de la Tentation n'est jamais finie. À demain, en légende.